Salut les Saiyans, on espère que vous allez bien et que vous profitez du jour de repos. Comme tous les jours, un Chrono at Times, votre vidéo d'anecdotes et même d'infos méconnues sur Dragon Ball. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon des sorties importantes et infos DB liées au 13 mai. Le 13 mai 1987, le Japon découvrait pour la toute première fois l'épisode 62 de Dragon Ball. Dans cet épisode, Goku poursuit son entraînement au sommet de la tour Karin, et contre toute attente, il parvient à attraper le chat Karin et à se saisir de la jarre contenant la super eau sacrée en l'espace de seulement 3 jours. Là où son maître Kame Sennin a mis 3 ans. En plus de parvenir à cette prouesse, il apprend l'existence des Senzu et apprend aussi par la même occasion que boire cette Chōseisui, la super eau sacrée, ne servait à rien. Bah, c'était bien la peine. Ouais mais attends, en fait ce qui rend plus fort c'était tout l'entraînement qu'il a subi malgré lui en essayant d'attraper l'eau. Ainsi, en 3 jours il a évolué incroyablement, tant physiquement, puisqu'il s'est quand même tapé l'aller-retour de la tour Karin une fois de plus, qu'en rapidité, en réflexion et en agilité. Et profitant de cet entraînement, Toei nous incorpore encore quelques rajouts marrants, comme ici, avec Bulma qui donne des cours d'aérobic pendant ce temps-là à Kame House. Ça change de voir Kame Sennin faire de l'aérobic au lieu de la regarder. En fin d'épisode, la tenue qu'avait commandée Tao Pai Pai chez le tailleur est désormais prête. Il s'apprête donc à revenir sur la terre sacrée de Karin pour y prendre la Dragon Ball de Goku qu'il avait manqué. Et le tailleur qu'il tue avec un seul doigt est incarné par un seiyuu que vous connaissez certainement, Ryoichi Tanaka. C'est la voix de Death Mask dans Senseiya, mais aussi la nouvelle voix du vieux Kaioshin depuis 2009. Ah ouais, il était encore dans ses jeunes années là. Le 13 mai 1992 fut diffusé pour la première fois l'épisode 139 de Dragon Ball Z, un épisode qui a marqué les esprits, bien qu'il soit assez calme en termes de rythme. Puisque c'est un épisode de transition. Notamment pour deux choses. Tout d'abord, c'est l'un des rares épisodes de la série à incorporer une insert song. Alors vous le savez, les insert songs, ce sont ces chansons que l'on peut entendre en plein milieu de l'épisode. Pas des génériques quoi. Et là où il y en avait pas mal dans la première série, dans le cas de DBZ, ça s'est fait plus rare. Dans cet épisode, la chanson que l'on entend quand Trunks se remémore son monde futur s'appelle Mind Power Key. C'est une chanson chantée par Hironobu Kageyama et Yuka Sato. Si vous souhaitez la retrouver sur CD, elle se trouve dans le Hitokyokushu 9 dont j'ai parlé dans cette vidéo. On vous met le lien en fiche et en description. Je sens que ça va être encore un Chrono at Times génial à faire aujourd'hui rien qu'en me remémorant cet épisode, car il est aussi bourré de choses à dire. Déjà, quand Trunks se balade dans son monde futur, les couleurs sont tout spécialement différentes de celles que l'on a dans le présent, comme pour signifier le rêve ou le souvenir. Et c'est en parfaite adéquation avec le thème musical d'ailleurs. Trunks a aussi des sourcils plus clairs que le reste de ses cheveux dans ce souvenir. Tu crois que c'est comme ça qu'il se voit ? En tout cas, ce passage marque la première apparition de la Bulma du futur dans la série. Ça, c'est déjà quelque chose à noter. Ensuite, lorsque Trunks marche, on peut voir tout un tas de personnages au look assez similaire au sien, ce qui crée donc une corrélation avec ce qu'il disait dans un épisode précédent où il décrivait numéro 17 et numéro 18 et disait que ceux-ci avaient un look similaire au sien. On peut penser aussi que ce look pantalon, bottes et veste en jean est grave à la mode dans le futur. Les épées aussi, faut croire, comme on peut le voir avec ce type en background. Et là, on a carrément un mec qui ressemble à Goran du futur, mais avec le même look que Trunks. La veste est verte, mais sinon il a la même épée. Une femme apparaît ensuite avec son enfant. Clairement, elle nous fait penser à Bulma, mais vu qu'on vient à peine de voir Bulma, est-ce que cette femme ne pourrait pas être inspirée de Marron, justement ? Elle est encore apparue il y a juste quelques épisodes auparavant dans l'anime. Ah ouais, imaginez ces marrons du futur, ça serait ouf. La petite, quant à elle, a clairement un character design repris depuis Suno, la petite fille du village d'Ingle. Et le cauchemar réveillé se termine avec numéro 17 et numéro 18 qui arrivent, et numéro 17 qui sort son flingue. Pour la première fois d'ailleurs, puisque vous l'avez peut-être remarqué, mais numéro 17 porte en permanence un pistolet dans un étui à sa ceinture. Cependant, il ne s'en sert jamais dans le monde présent. Dans le futur, on le verra cependant s'en servir à la fin de l'arc Cell, quand il s'attaquera à un vieil homme au sol. Première utilisation du flingue dans cet épisode donc. Ouais. Et dans la continuité de ce qu'on avait dans l'épisode 135, où vous vous souvenez, j'avais souligné que la Réal proposait un plan subjectif de Vegeta attaquant numéro 18, bah là on a carrément cette idée qui est reprise, mais avec cette fois des événements de l'épisode suivant, le 136, où Trunks se remémore son attaque portée contre numéro 18 et comment il a été mis KO, le tout avec là encore la chanson Mind Power Key. Plus tard dans l'épisode, on a le deuxième point intéressant de l'épisode que tu voulais relever, le rêve de Goku. Ouais, après son combat contre numéro 19 et numéro 20, c'est la deuxième fois qu'on voit Goku comme ça, en train de faire un cauchemar dans lequel il se retrouve victime des humains artificiels. Sauf que cette fois, il voit carrément numéro 17 et numéro 18 qu'il n'a jamais vu, en plus avec leur tenue actuelle, et voit même la fourgonnette Lucky Foods Company qu'ils viennent à peine de voler. D'ailleurs ce rêve est horrible, car il voit Goran, Kulilin, Chi-Chi et même Trunks se faire tuer devant ses yeux sans rien pouvoir faire, avant d'être lui-même victime des deux humains artificiels.
On pourrait se dire que tout ça n'a pas de sens, mais comme Goku dira plus tard qu'il a tout vu en rêve et qu'il est au courant de tout, ce n'est finalement pas si incohérent que ça. Rappelons qu'en buvant la super eau divine, Goku est devenu capable de percevoir des choses qu'il ne parvenait pas à ressentir avant, comme le fabuleux ki démoniaque de Piccolo Daimao par exemple, ou encore que grâce à son entraînement en vue d'arriver sur la planète Namek, Goku s'est élevé à la capacité de lire les esprits comme il le fit avec Krillin. Avec l'arc Cell, il est donc désormais capable de voir ce qu'il se passe en rêve, et ça peut donc en faire partie. Et l'épisode se conclut avec une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Non pas, encore une fois, cette erreur de retranscription de Lucky Food Company, mais plutôt une mystérieuse découverte. Ouais, car en appelant Bulma, après avoir été brièvement mis en attente sur un thème de Dr. Slump Arale-chan, Krillin et les autres apprennent que Bulma a reçu un courrier d'un paysan qui a fait une drôle de découverte. Un engin de Capsule Corporation pas encore inventé, qui se trouve probablement être la Time Machine de Trunks. Hein? Mais le souci c'est que Trunks a bien sa Time Machine avec lui en capsule. Que nous réserve cette découverte? Ah, tu sais mettre le suspense. Le 13 mai 1986 était publié le chapitre 74 de Dragon Ball, au sein du magazine de prépublication Weekly Shonen Jump numéro 24. Je vous en avais parlé dans de précédents Chrono Times, Toriyama est un grand fan de cinéma. Et dans ce chapitre, on a justement tout un tas de références à une série de films qu'il a clairement dû apprécier, Indiana Jones. Le premier film Indiana Jones et les aventures de l'Arche perdue, sorti en 1981, en plus d'avoir inspiré les pièges du château de Pilaf dans l'animé, que l'on a vu dans cette vidéo, a aussi inspiré les fameux pièges des pirates qui donnent leur titre à ce chapitre. Comment mieux protéger un trésor qu'avec des pièges? C'est ce qu'a dû se dire l'auteur quand il a créé ce scénario. Et qui dit piège dit Indiana Jones. C'est la raison pour laquelle ce piège mortel avec des flèches, qui viennent planter les éventuelles âmes égarées dans la grotte, est inspiré de cette scène d'ouverture du premier film Indiana Jones dans lequel un personnage se fait embrocher justement. Le fait de devoir sauter pour esquiver ce piège est peut-être aussi repris depuis ce film, puisque juste avant on avait un trou au-dessus duquel il fallait sauter. Ensuite, le passage secret du deuxième film Indiana Jones et le Temple Maudit a également inspiré Toriyama Sensei pour créer celui que découvre le Général Blue en fin de chapitre. Général Blue qui est donc dans le rôle du nazi, ici pile les antagonistes qu'on a justement dans le premier film Indiana Jones. Et dans cette fin de chapitre, on arrive dans un port, caché à l'intérieur de la grotte. Naturellement, je ne peux m'empêcher de penser à James Bond ici, entre la grotte sous-marine qui abrite une cavité dans laquelle on peut respirer et ce port caché à l'intérieur. On est totalement dans Opération Tonnerre, connu sous le nom de Thunderball en version originale, un James Bond sorti en 1965, ainsi que dans On ne vit que deux fois, film sorti en 1967 et dans lequel on retrouve aussi un immense complexe, cette fois caché dans une montagne. Et ces films ont joué un très grand rôle dans la création de l'arc de l'armée du Red Ribbon, mais je vous en reparlerai plus tard. Pour l'heure, on peut déjà remarquer qu'on reste dans l'ambiance Seconde Guerre mondiale avec ce sous-marin géant qui semble calqué sur le U-Boot 7 allemand que l'on peut retrouver dans le film Das Boot, sorti en 1981 par ailleurs. Et puis à bien y réfléchir, en plus d'être un port, c'est surtout un abri pour sous-marins, U-Boot Bunker en allemand. Sinon, comme d'autres mangaka, Toriyama Sensei s'est souvent retrouvé pris au piège des jeux vidéo, le retardant dans son travail. Et ici, pour le coup, c'est Dragon Quest le coupable. Ah ouais, carrément la série de jeux pour laquelle il fait les chara-design. Dragon Quest est dangereux, je n'arrivais plus à avancer sur mon travail, du coup ma femme l'a confisqué. Heureusement qu'elle lui a confisqué, sinon on n'aurait jamais pu avancer dans cet arc et on se serait retrouvé piégés nous aussi dans la grotte des pirates. Le 13 mai 2006 sont aussi sortis les deux premiers volumes de l'édition So Shuhen, l'édition recueil du manga, sortie au Japon au format Weekly Shonen Jump, qui reprend donc les pages non corrigées, telles qu'elles étaient publiées à l'origine dans le magazine. Les deux premiers volumes sont appelés Legend 1 et Legend 2. Le 13 mai, c'est aussi la date d'anniversaire de Tomohisa Asou, un seiyuu qui n'est autre que la voix de Pui Pui, l'homme de main de Babidi est gardien du premier étage de son vaisseau spatial qu'affronte Vegeta. Sur Dragon Ball Z, il était crédité sous le nom de Takuya Matsumaru. Lorsqu'il est revenu sur Dragon Ball Kai pour jouer son personnage une nouvelle fois, cette fois c'était son nouveau nom de scène qu'il arborait, Tomohisa Asou. Je parie que des gens pensaient que le seiyuu avait changé entre DBZ et Kai du fait du nom différent. C'est assez rare que ce genre de choses arrive, mais cela peut effectivement se produire, surtout quand une longue période s'écoule entre deux doublages, comme c'était le cas ici. Dites-nous en tout cas quelle anecdote folle vous avez préférée dans les commentaires, nous on se retrouve dès demain. Partagez la vidéo en masse, faites connaître ces infos et montrez un peu le contenu de la chaîne aux gens. Trop souvent on nous dit ah c'est bizarre, je connaissais pas votre chaîne, c'est dommage, il y a tellement d'infos. Bah écoutez, faut répondre les vidéos partout. Là, si tout le monde ne partage que les vidéos rigolotes de chat qui pète, bah c'est sûr qu'on ne trouvera jamais ces vidéos. Et la richesse de Dragon Ball restera méconnue au profit des trucs de puissance et tout ce bazar. Ainsi fonctionne YouTube. Matane.